Bonjour Éric Darouzet. Vous êtes aujourd'hui un petit peu la référence scientifique du frelon asiatique en France. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Tours, maître de conférences en recherche sur les insectes sociaux et vous dirigez le département agrosciences et vous coordonnez le projet de recherche frelon au sein de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Vous m'arrêtez si c'est inexact ou si je dis des bêtises, il ne faut surtout pas hésiter à Moi, me... je ne suis plus directeur de mon département d'enseignant. J'ai D'accord, fini mon troisième mandat il y a en novembre dernier. d'accord. Et vous participez encore à ces recherches-là, du coup. Comme c'est en enseignement, c'est le côté enseignement. Le Oui, côté je suis enseignement, membre du département d'enseignement et je suis responsable d'un master, d'accord? mais je ne dirige plus, enfin, je ne coordonne plus le département d'enseignement. D'accord. Alors depuis 2007, vous êtes spécialisé exclusivement dans l'étude du frelon asiatique, donc vous êtes vraiment spécialisé là-dedans, quoi. Aujourd'hui, vous contribuez pas mal à documenter la biologie du frelon asiatique, son écologie, les comportements de prédation et son cycle de vie. Des connaissances que nous, on utilise et qui nous servent tous les jours sur le terrain pour mieux comprendre comment vit cet insecte et comment lutter. Vous avez découvert alors, le parasite naturel Conops vesicularis, qui est un parasitoïde. Comment? J'ai une petite minute parasitoïde. Voilà, ouais, d'accord. Et donc qui peut être capable de tuer, enfin, d'aller jusqu'à tuer les reines en début de saison. Tout à fait, les fondatrices. Ouais. Les fondatrices, voilà, les gines. Et vous avez aussi fait des découvertes sur les phéromones sexuels des femelles frelons asiatiques. Vous avez isolé des principes actifs, des molécules qui se retrouvent là-dedans, que vous, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous essayez de synthétiser pour orienter un système de piégeage sélectif pour les mâles de frelons asiatiques à la période où il y a des mâles. Alors, synthétiser, ça on l'a déjà fait. Ouais, Maintenant, le truc, c'est de faire, comment dirais-je, un appât à base de ces phéromones. eh oui. Donc ça, on a les molécules, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait la formulation de l'appât. D'accord. Qu'est-ce qui est compliqué sur ce genre d'appât? C'est le fait que les molécules soient En fait, volatiles ou... voilà, on a trois molécules qui constituent la phéromone sexuelle. On a montré que ça pouvait attirer les mâles. Ouais, Donc l'idée, donc ces molécules sont produites par les gines, les reproductrices, pour attirer les mâles pour la copulation. Donc l'idée, c'est de faire un piège durant la période de reproduction pour capturer les mâles, afin de limiter, de compliquer un peu la reproduction chez le frelon. Donc les femelles qui ne seraient pas accouplées ou mal accouplées, il y aurait moins de colonies derrière, l'année suivante, d'où l'intérêt. Mais il y a trois molécules, et on a montré qu'il fallait une certaine quantité relative de chacune des trois molécules pour avoir un effet attractif. Sauf que si on veut faire un appât avec ces trois molécules, il faut qu'on ait une matrice qui libère les molécules avec le bon ratio entre les trois, d'accord. de manière continue, à une certaine concentration et sur la durée. Pour que ça ressemble à de la molécule naturelle. Sinon, il y a trop d'une molécule par rapport aux autres et le frelon mâle va se dire mais qu'est-ce que c'est ce mélange? En fait, Ça ressemble à rien, quoi. les trois molécules, c'est un message que perçoit le mâle frelon. Si vous changez le ratio des trois molécules, le message change. D'accord, ok. Donc le frelon, il ne comprend pas, Eh donc il oui. n'est pas attiré. Donc il n'est pas attiré. Pour lui, c'est pas la fifille qui l'appelle et qui lui dit coucou, je suis là et je t'attends, quoi. Ok. Tout à fait. Donc le 5 janvier, vous avez fait paraître une étude, les résultats d'une étude dans le PNAS, une revue scientifique américaine très prestigieuse, à comité de lecture, publiée par l'Académie nationale des sciences des États-Unis. En quoi cette étude, enfin, qu'est-ce que c'est en fait cette étude? Qu'est-ce que vous avez étudié et vous êtes parti de quel Alors, constat et vous êtes arrivé où? On va dire déjà pour montrer un petit peu en quoi ça peut être important, quoi. Alors en fait, tout ça vient d'une étude qu'on a publiée il y a déjà 10 ans, en 2015, où on avait démontré que chez le frelon asiatique, dans la population invasive en France, en Europe, cette population invasive souffrait de ce qu'on appelle un phénomène de dépression de consanguinité. Enfin, c'était consanguine. Bon, un peu logique, sachant qu'en 2015, il a été publié aussi des résultats d'une autre équipe qui montrait que la population invasive est issue d'une seule femelle. Enfin, c'est le modèle. Très probablement une seule femelle. Ça suppose ça. Ouais. Une seule femelle accouplée avec deux ou trois mâles.
et toute la population invasive qu'on a en Europe pourrait être issue de cette même femelle. Donc au niveau génétique, on avait une homogénéité génétique, ce qui est tout à fait logique. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en raison de cette homogénéité génétique, eh bien, les femelles qui produisent des individus quand elles ont fondé leur colonie au printemps, en fait, elles sont censées produire que des femelles. Et nous, on a montré qu'elles pouvaient produire, plus de 70% des colonies, également des mâles. Des mâles précoces, voilà, précoces dans la saison. Et c'est pas logique, Et oui. sachant que les mâles sont produits qu'à partir de septembre pour lancer la période de reproduction. Donc, ce qu'on avait étudié, c'est ces mâles précoces. Est-ce que c'était des mâles, en guillemets, classiques, normaux, produits par erreur par la femelle? Alors, peut-être que la femelle était mal accouplée, elle avait pas assez de spermatozoïdes pour faire des femelles. Donc, je vous expliquer comme ça derrière. Ouais. Ou c'était des femelles, des reines qui étaient mortes, et les ouvrières, ces filles, avaient pris la suite. Et comme elles n'ont jamais été fécondées, elles pouvaient pondre que des mâles. Que des mâles. Les œufs non fécondés, pour ceux qui ne connaissent pas, produisent du mâle. Et les œufs fécondés produisent de la femelle. Est-ce que c'est aussi simple? Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, chez les hyménoptères sociaux comme les abeilles, les guêpes, les frelons, les fourmis, on a ce qu'on appelle un système de reproduction haplodiploïde. C'est-à-dire qu'une reine va produire un œuf qui contient la moitié de son génome, donc il est haploïde, et ensuite elle va féconder cet œuf avec un spermatozoïde qu'elle récupère dans un spermathèque. C'est là où elle a stocké les spermatozoïdes suite à l'accouplement en automne dernier. Et le spermatozoïde est également haploïde, il contient la moitié du génome du père, du mâle. Et ce spermatozoïde va fertiliser l'œuf. Donc on va recréer un individu diploïde, comme nous, en fait, les humains, où il contient la moitié du génome qui vient de la mère et la moitié qui vient du père. Et ces œufs diploïdes, dès que la femelle va les pondre, ils vont se développer et donner des femelles diploïdes. Mais là, ce qui caractérise les hyménoptères, c'est que la femelle, la reine, peut pondre des œufs qu'elle ne va pas fertiliser avec un spermatozoïde, donc qui sont haploïdes, qui ont que la moitié de son génome à elle, oui. Mais il n'y a pas de père. Et ces œufs haploïdes vont se développer et donner des mâles. D'accord. Donc tous les mâles sont haploïdes et toutes les femelles sont diploïdes. Mais ce qui donne le physique du mâle, le physique de la femelle, en fait, c'est un complexe de gènes qu'on appelle le gène CSD, c'est le sexe de détermination sexuelle, en fait. Quand ce gène possède deux copies de lui-même, c'est-à-dire le gène, parce qu'il est diploïde, un apporté par la mère, un apporté par le mâle, par le père, et bien ce gène dit on est diploïde, donc il fait une femelle. Par contre, si on a une seule copie de ce gène, c'est-à-dire c'est un individu qui est haploïde, il possède une copie de lui-même apportée par l'œuf de la mère, mais il n'y a pas la deuxième copie qui est par le père, donc l'individu il est haploïde, et le gène fait une morphologie de mâle. Donc en fait, ce haploïde et diploïde oriente la fabrication de la morphologie mâle ou femelle par ce gène CSD. Donc c'est ce qu'on a montré nous en 2015. D'accord. Et on avait regardé tous les mâles précoces qui étaient produits dans les colonies de frelons, en fait ils étaient diploïdes. Ils n'étaient pas haploïdes. D'accord, donc là il y avait... C'est vraiment un signe de consanguinité. Ouais. En fait, c'est que la reine, enfin les reines, avaient pondu des œufs diploïdes qui étaient censés donner des filles, des femelles, des ouvrières. Sauf que la séquence génétique de la copie du gène fournie par l'œuf, donc de la mère, et la copie génétique fournie par le spermatozoïde, donc du père, était identique. La même séquence. Voilà. Donc le gène, il s'était piégé. Comme il avait deux séquences génétiques identiques, considéré que c'était le même. Ouais. Pour lui, il y avait une seule copie. Ouais, donc il a fait une morphologie mâle. Mais manque de peau, il y avait quand même deux copies, séquences identiques, donc diploïdes, mais ça donnait des mâles diploïdes. Donc ça, c'est vraiment lié à une forte homogénéité génétique, ce qui a été montré par mes collègues la même année, en 2015. Et les conséquences derrière, eh bien, ces mâles diploïdes précoces, ils sont produits à la place de filles, donc ils ne vont pas faire forcément d'activité comme les ouvrières. Ils ne vont pas les chasser, ils ne vont pas s'occuper des petites. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu. Ils ne vont pas s'occuper des larves, ils ne vont pas les chasser, ils n'ont pas d'utilité. Normalement, non. D'accord. Enfin, je dis normalement, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas regardé. Et ces mâles diploïdes,
si on est en période de reproduction, parce qu'il peut être produit tout le long de l'année en fait, et bien ces mâles diploïdes, s'ils s'accouplent avec des reproductrices, des gynes, ils vont leur donner des spermatozoïdes diploïdes, ce qui fait que les femelles, si elles utilisent ces spermatozoïdes, elles vont créer une descendance triploïde, Ah oui. 3 copies de gènes, et c'est des bestioles stériles. D'accord. Je sais que sur la truite, les truites triploïdes qui sont faites en élevage, pour grossir plus vite, c'est dans un but d'élevage, de logique, on va dire, de rentabilité, simplement, sont stériles. Ouais. Et c'est stérile. Et c'est stérile. Ça ne peut pas se reproduire si c'est triploïde. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait envisager avec cette découverte il y a 10 ans maintenant, c'est avoir au cours du temps un déclin de la population invasive. Donc, on n'observe pas. Donc, suite à ce travaux, donc il y a 10 ans, là, cette année, j'ai collaboré l'année dernière avec des collègues allemands qui, eux, sont intéressés justement par ce gène CSD. Et ils ont comparé des séquences de ce gène CSD dans différentes espèces, dont des guêpes, frelons, etc. Que des hyménoptères ou simplement des hyménoptères ou d'autres insectes? Ouais, que des hyménoptères. Et en fait, le travail qui a été publié dans une grosse revue scientifique américaine, c'était de montrer que cette séquence de ce gène CSD enfin, il y a certaines séquences, en tout cas pas toutes, mais certaines, étaient très conservées au cours de l'évolution. Donc là, en fait, c'était un travail d'historique, de recherche fondamentale pour comprendre l'évolution de séquences génétiques de différentes espèces. Donc c'était pour montrer en fait que ce gène, qui moi m'intéresse pour le côté sur l'impact sur la population du frelon, avait quand même des séquences très conservées. Et là, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi on a ce phénomène de consanguinité, qui a forcément des impacts, et pourquoi on ne voit pas d'effet sur la population. Donc là, j'ai des études en cours pour essayer de comprendre est-ce qu'on peut espérer avoir un déclin un jour, ou ne pas espérer ça, parce qu'il n'y aura pas de déclin, ce qui a a priori la chose qu'on est en train de démontrer, où en fait les femelles mettent en place des stratégies comportementales justement pour limiter en fait la consanguinité. D'accord. Donc le déclin, il ne faut pas trop l'attendre de ce phénomène de consanguinité en fait. Quel genre de stratégie peut être utilisée par une femelle? Elle peut aller chercher des mâles plus loin, les attirer de plus loin aussi? Le choix du mâle. Ouais. Elles sont capables de choisir. D'accord. A priori, je n'ai pas démontré qu'elles sont capables de choisir, mais j'ai démontré qu'elles ont des moyens de choisir. D'accord. Je ne suis pas encore arrivé au point. Ok. Et en termes de communication chimique, elles sont capables de distinguer un mâle haploïde d'un mâle diploïde. D'accord, ok. Donc du coup, la conséquence, c'est que le côté triploïde, on en a trouvé dans la nature, mais très très peu, c'est ça qui est surprenant. Mais du coup, comme elles ont a priori la capacité de choisir, eh bien, ce phénomène de consanguinité va avoir des impacts relativement limités. D'accord, ok. Puisqu'elles arrivent à comprendre que c'est dommageable pour la survie de l'espèce et elles s'adaptent en fonction de ça, quoi. Non, c'est pas aussi élaboré que ça, mais sans rentrer dans les détails, elles perçoivent entre guillemets, les bons mâles des mauvais mâles. D'accord. Donc pour elles, certains sont intéressants pour leur reproduction, d'autres, elles ont des informations qui leur disent qu'ils ne sont pas intéressants. D'accord, ok, ouais. Ok. Comment vous vous êtes aperçu qu'il y avait des mâles dans ces colonies-là? Est-ce qu'il y a eu un signe précurseur? Est-ce que vous aviez par hasard, d'accord. Ouais. Ok. C'est-à-dire, c'était en 2013. Ouais. On a commencé à récolter des colonies pour nos expérimentations. Et au printemps, début été et fin printemps, on va dire, on avait collecté des colonies, certaines contenaient des mâles. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et quand on a commencé à regarder ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de colonies qui avaient des mâles, des mâles précoces. Donc c'est là, avec un collègue belge, on a regardé ces mâles-là pour savoir s'ils étaient haploïdes ou diploïdes, et on avait démontré qu'ils étaient diploïdes. D'accord. Donc c'est ça qu'on avait publié en 2015. Donc on avait démontré qu'il y avait consanguinité. D'accord. Et après, vous êtes parti sur l'idée qu'il pouvait aussi y avoir des triploïdes par accouplement des haploïdes et des diploïdes? Ouais, mais on l'a vu, si vous voulez, sur, je sais pas, moins de 5 individus, c'est très très faible. D'accord, ouais. Ok, ouais. Parce qu'en fait, les individus triploïdes sont théoriquement stériles, ce qu'on voit dans d'autres espèces d'insectes. Et effectivement, en 2015, les médias, c'est un journaliste,
voulaient me faire dire qu'on pouvait espérer un déclin de la population invasive. Donc je leur ai dit oui, effectivement, les modèles le démontrent. C'est que si on a vraiment cet impact de consanguinité avec des mâles diploïdes, et bien derrière, oui, effectivement, on devrait avoir un déclin. Bon, 10 ans après, on n'a pas de déclin. Et donc je regardais un peu, on a essayé de comprendre un peu le mécanisme. Et comme je vous disais, la raison a priori de cette absence de déclin, c'est que les femelles perçoivent la qualité des mâles et choisissent les meilleurs reproducteurs en quelque sorte. D'accord, ok. Ok. Nous, les professionnels de la désinsectisation, tous les ans, on trouve des nids en début de saison plus ou moins vides, plus ou moins avortés, qui stagnent, qui ont du mal à se développer. Alors, c'est lié aussi avec des facteurs environnementaux, avec des périodes de canicule régulièrement. Ça peut être de la prédation, ça peut être... Est-ce que vous pensez que les résultats de cette étude peuvent aller dans ce sens-là, que ça peut expliquer certains nids qui s'écroulent d'un coup ou qui stagnent ou qui ont du mal à se développer, du coup qui n'ont pas assez d'inertie thermique et qui sont beaucoup plus fragiles quand une canicule arrive, par exemple? Alors, c'est possible. Mmh. On peut très bien avoir, alors pour l'instant c'est de l'hypothèse, hein. On peut avoir des colonies qui contiennent des mâles précoces. Mmh. La grosse question existentielle qu'on peut se poser, ces mâles, qu'est-ce qu'ils font dans les colonies? En termes d'activité, je m'entends. Les colonies, elles sont censées produire des ouvrières. Les ouvrières vont aller chasser, vont aller chercher du sucre, vont nourrir le couvain, donc les larves en développement. Elles vont agrandir le nid, le nettoyer, s'occuper de la reine et défendre la colonie. Un mâle ne fait pas tout ça. Mmh. Alors, la grosse question, c'est ces mâles diploïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des attributs physiques de mâles, mais historiquement, du moins au tout début, ils étaient censés se développer en ouvrière, en femelle. Donc, est-ce qu'ils ont une morphologie de mâle et une activité de femelle? Ou est-ce qu'ils ont une morphologie de mâle et une activité de mâle? Mmh. C'est-à-dire, ils vont représenter un fardeau pour les colonies. Donc, effectivement, si on est dans cette... Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Mais si on imagine cette deuxième hypothèse, ça va être que toutes les colonies qui produisent ces mâles à la place d'ouvrières, eh ben, elles vont avoir moins d'ouvrières pour travailler. Ouais. Donc, ce qu'on appelle la fitness de la colonie, c'est-à-dire l'efficacité de la colonie en termes de travail, tout ça va être moins efficace. Mmh. Et en plus, ces mâles vont représenter un fardeau. Il va falloir les nourrir. Parce qu'ils vont aller solliciter les ouvrières pour être nourries, pour s'occuper d'eux. Donc en fait, une ouvrière va nourrir, je dirais, un peu les larves et un peu les mâles. Donc ça sera moins efficace pour les larves. Donc on peut envisager, dans cette hypothèse, potentiellement un mauvais développement des colonies. Après, il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer. Il y a des paramètres de parasitologie. Nous, on a démontré l'existence d'une mouche parasitoïde qui est capable de tuer les fondatrices. Ouais. Après, il y a d'autres parasites, hein. On a trouvé d'autres aussi, mais qu'on n'a pas publié. Donc, il y a des interactions avec d'autres espèces locales, autochtones, qui peuvent, j'allais dire, impacter négativement la colonie de frelons. Cette mouche parasitoïde, c'est celle qui a un hôte intermédiaire qui est le tricon. Non. Non, c'est pas celle-là. La mouche conordilée, c'est Conus vesicularis. Ouais. C'est une mouche qui va pondre son œuf au printemps dans une femelle type frelon. D'accord. Donc la fondatrice. L'œuf va donner une première larve, premier stade larvaire qui va se développer dans l'abdomen de la femelle. Il va aller manger tous ses organes. Donc, au bout d'une dizaine de jours, ça entraîne la mort de la fondatrice, donc la fin de la colonie. Donc, on peut avoir cet effet-là sur les colonies, hein, ça arrive. Après, il y a un autre parasite qui est plutôt un petit ver, qui a été démontré par mes collègues du Muséum de Paris, qui lui utilise un autre intermédiaire. Oui, ce qu'on appelle le porte-gois, les friganes, les petits insectes qu'il y a sous les cailloux, qui font des fourreaux en bois, et ça, c'est l'hôte intermédiaire de ce parasite-là, quoi. Non plus. C'est un petit papillon, en fait, qui a une larve aquatique. D'accord, un frelon adulte qui est parasité, en fait, va a priori se noyer dans de l'eau, dans une mare ou un truc comme ça, une rivière. Le petit ver va sortir de l'abdomen de son hôte. Il va se reproduire, les œufs vont être pris par des larves aquatiques. Ces œufs vont s'enquister dans le corps de ces larves qui vont passer au stade adulte. Ces adultes vont se faire attaquer par des frelons et se faire tuer et ramener au nid
pour nourrir les larves aux frelons. D'accord. Et le ver va se passer au stade adulte, se développer dans les frelons ensuite. D'accord. Donc on a deux autres. On a l'autre principe. C'est le frigane qui est l'hôte. Ouais, c'est ce qu'on appelle le porte-bois, quoi. Mm. Ok, ok. Après, par rapport aux colonies, la dernière chose qui peuvent jouer, c'est la météo. Des épisodes longs, pluvieux, ou des épisodes de sécheresse et de chaleur longue. Comme il y aura moins de nourriture disponible dans l'environnement, ça peut aussi entraîner un déclin des colonies de prédateurs, notamment comme les frelons. Et oui. Oui, on le voit sur les printemps pluvieux et longs, ou on le voit sur les canicules précoces. Sur les canicules tardives, un peu moins, parce que les nids sont plus gros. Et je pense que ça doit être lié à l'inertie thermique des nids. Il y a beaucoup plus d'insectes à l'intérieur pour réguler, beaucoup plus Oui, d'air mais et il y a aussi d'inertie. les capacités à collecter de la nourriture. Ouais. Donc les ressources nutritives dans l'environnement Mm. qui dépendent de la météorologie, en fait. Et oui, oui. D'ailleurs, on peut faire un petit aparté là-dessus. On commence à comprendre aujourd'hui que les pièges bouteilles, le piège non sélectif, quand on fait un piège bouteille chez soi, on capte beaucoup d'insectes qui sont utiles plus tard dans la saison. On capte beaucoup d'insectes qui ne se sont pas encore reproduits et qui pourraient faire qu'il y a beaucoup plus d'insectes plus tard dans la saison si on les piège pas. Et du coup, on met en péril tout un écosystème derrière, puisque les frelons asiatiques n'ont pas assez de nourriture après l'été, et où ils vont vers les ruches, puisque c'est les seuls insectes qu'ils arrivent à trouver en masse facilement, quoi. Il y a plusieurs paramètres, c'est plus Mmh. compliqué. Le piégeage bouteille est à éviter parce que d'abord il n'est pas sélectif. Mmh. Donc en fait le ratio de capture de frelons peut être très limité en fait. Sur un piège bouteille, tu auras une semaine de piégeage, vous pouvez capturer 2-3 frelons et entre 1500 et 2000 autres insectes. Et oui. Donc l'impact écologique d'un piège bouteille peut être conséquent. Sachant que dans l'environnement, par nos activités humaines et les pesticides, on a perdu quand même pas loin de 74% de la quantité d'insectes en Europe, Mmh. dans le monde, dans notre environnement à nous, ce qui est une catastrophe en soi. Ah, bien sûr. Ouais. Le frelon, on peut en parler après, on a quelques chiffres, l'impact qu'il fait sur les insectes est aussi très important. Mmh. Et si on rajoute encore nos activités de piégeage, avec les pièges non sélectifs, on va rajouter encore une couche. Donc c'est une catastrophe. Et Non, oui. il faut utiliser des pièges sélectifs pour limiter les impacts collatéraux sur des espèces d'insectes non ciblés, Mmh. pour la raison que vous avez invoquée, vous, mais également pour des raisons de biodiversité, et toutes Bien sûr. Ouais. les actions positives que ça peut entraîner dans l'environnement. Non, il faut mettre des pièges sélectifs. Maintenant, il y en a plein qui sont en vente, il y a des plans sur Internet, donc c'est facile de faire un piège sélectif. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses. Donc il vaut mieux utiliser, si on veut faire du piégeage sélectif, pour capturer presque exclusivement le frelon asiatique. Mmh. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose sur cette étude-là dont on n'a pas parlé, qui serait important de partager, quelque chose d'un petit peu clé? On a tout dit, je pense. Ouais, bon. Et puis l'utilité, l'importance de partager ces connaissances. Est-ce qu'il faut que ça sorte des laboratoires et que ça soit partagé avec le grand public? Qu'est-ce que vous pensez de ça? De toute façon, il faut communiquer. Moi, c'est mon rôle aussi. C'est vrai que j'ai une certaine appétence pour ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique Mhm. ou la communication grand public. Moi, j'aime bien parler de ce qu'on fait, de nos activités scientifiques. Mais également, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des informations, on va dire, sérieuses au plus grand nombre. Donc, effectivement, j'ai une chaîne YouTube sur le frelon. Je suis auteur d'un livre grand public sur le frelon asiatique. Mhm. Donc ça permet de communiquer et d'apporter des informations au plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est important. Après, les articles scientifiques, le dernier dont vous parliez, il est en ce qu'on appelle en open access, c'est-à-dire en accès libre. Donc vous pouvez aller le lire. Mais c'est de la recherche scientifique, j'allais dire, presque fondamentale. Ça ne va pas apporter l'idée, je dirais, génialissime pour la vie de tous les jours, comment lutter contre le frelon, ce genre de choses, ou même sur la biologie du frelon. Ça Après, ramène une petite pierre à l'édifice, quoi. On continue à apprendre, c'est une brique en plus dans notre prisme de connaissances. voilà. Moi, c'est mon activité scientifique, c'est d'apporter des connaissances sur le frelon asiatique. Mhm. Là, je parle au niveau scientifique, pas Mhm. forcément en vulgarisation. Moi, mon rôle et des personnes qui travaillent avec moi, c'est d'apporter des connaissances, de faire avancer un peu ce qu'on appelle le chimique. Donc, on publie dans des articles scientifiques, donc c'est en anglais.
forcément, parce que la langue internationale, c'est l'anglais. On publie dans différentes revues scientifiques, avec parfois certains un accès libre, d'autres un accès, j'allais dire, institutionnel. Il faut payer pour y avoir accès. Mais ça apporte des connaissances, et derrière, à partir de ces connaissances-là, ça peut nous permettre de faire ce qu'on appelle de la recherche appliquée, de pouvoir trouver des solutions. D'orienter la lutte. Je peux en parler sur 2 exemples si vous Ouais, voulez. bien sûr, ouais. Super intéressant de parler de ça. Alors, par exemple, il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année, alors, honnêtement, sachant qu'on a publié une trentaine d'articles sur le frelon, donc les années, ça me mélange un peu, moi. Mais on avait fait une étude il y a quelques années en s'inspirant de l'abeille asiatique pour tuer le frelon. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens de votre métier, toutes les personnes qui font la désinsectisation, vous êtes formés pour éliminer des colonies de Vespidés, que ce soit des guêpes ou des frelons, en utilisant des pesticides. C'est-à-dire des molécules à effet biocide. Alors, soit permétrine et dérivés, ou du pyrètre naturel. Toutes ces molécules ont une activité insecticide. Donc efficace. Ça dépend comment on s'y prend, mais c'est quand même relativement efficace. Il y a des règles à respecter, mais c'est efficace, oui. Sont quand même dangereuses pour l'environnement et dangereuses pour vous. Pour la santé humaine. Pour votre santé. Donc nous, on s'était dit, il faudrait peut-être trouver quelque chose d'alternatif. En plus, les règles au niveau européen ont tendance à se durcir sur l'utilisation des pesticides chimiques. Donc on s'était inspiré un peu, on a fait un peu de biomimétisme, on s'était inspiré de l'abeille asiatique, Apis cerana, qui a un mécanisme de défense contre le frelon asiatique, et d'autres frelons d'ailleurs, il n'y a pas que le Vespa abuletina. Elles sont capables de le tuer en faisant monter la température sur le frelon. C'est-à-dire il y a une centaine d'abeilles qui se jettent sur le frelon, ça forme une boule d'abeilles, et au milieu vous avez un frelon. Et elles font de l'activité musculaire en bougeant les ailes, et elles font monter la température au-dessus de 47 degrés centigrades, et ça tue le frelon par hyperthermie. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser la chaleur, plutôt qu'un pesticide. Donc on avait publié un article, on avait testé différentes températures, différents types de chaleur, vapeur sèche, chaleur sèche ou chaleur humide, et la manière d'apporter la montée en température, soit à effet flash, soit en montée graduelle. On avait testé tous ces aspects-là, et on avait montré à l'époque que la vapeur était quand même efficace, qu'on pouvait tuer des frelons, quel que soit leur sexe et leur caste, en moins de 13 secondes en moyenne. D'accord. Donc c'était intéressant. Donc on avait publié cette étude dans un journal à accès libre pour tout le monde en fait. Et derrière, j'ai eu un projet avec 2 ingénieurs et en travaillant avec 2 entreprises pour essayer de développer un dispositif thermique qui produit de la vapeur. Donc on a travaillé pendant 18 mois sur ce projet-là avec une centrale vapeur professionnelle dans laquelle on pouvait gérer la température. Enfin, la température a été fixée, on avait choisi la température de départ, mais on pouvait gérer le débit de vapeur et la pression de vapeur. Et on avait mis au point des dispositifs pour envoyer la vapeur dans un nid. Et on avait mis au point le protocole d'intervention. D'accord. Et ça a marché, d'autant plus que le CNRS a déposé un brevet européen sur notre dispositif qu'on a mis au point. Donc là, on est parti d'un côté recherche, ce qui fait que ça nous donnait des idées et des informations, j'allais dire, pour la biologie pour lutter contre la biologie du frelon. Oui, tout à fait. Et hier, on a fait de la recherche appliquée, on a mis au point avec un brevet, un dispositif qu'il va falloir qu'une entreprise se saisisse pour le commercialiser auprès des professionnels de votre secteur d'activité. Ce serait très intéressant. Voilà, ça c'est le genre de choses. Nous, on est vraiment en recherche de ce genre de solutions pour éviter d'utiliser des produits biocides au maximum. On essaye de fonctionner avec des moyens mécaniques quand on peut, aspiration, etc. Et après, quand on n'a pas le choix, on fait avec du biocide. Mais tant qu'on peut, on essaye d'éviter le biocide au maximum. Voilà. Et après, on évite aussi au maximum d'utiliser le paintball, les billes d'insecticides avec le... Ça a évité. Donc l'idée était fort séduisante au départ. Il est très très bien le concept. C'est malin. Mais au terrain, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt et surtout, on balance des billes partout. Il y a des billes qui n'éclatent pas dans les nids non plus, qui peuvent rester en place. Enfin voilà, c'est... Alors elles éclatent à la sortie du canon
et c'est vous qui êtes aspergé de pesticides. Voilà, tout à fait. Quand ça éclate, quand il fait trop chaud, les billes éclatent dans le canon, et quand il fait trop froid, les billes n'éclatent pas dans le nid. Donc il faut faire ça quand la température est bonne, optimale. Ouais. Et puis c'est pas. Nous, on l'utilise simplement pour des raisons de sécurité, quand c'est un environnement électrique, par exemple, quand on ne peut pas sortir la perche. Oui. Et, Vous ne pouvez pas y aller avec une perche, c'est dangereux. et si le nid présente un problème de sécurité aussi, si c'est un nid où il y a presque pas d'insectes en fin de saison, des trucs comme ça, bon, on laisse le nid, tant pis quoi. Plutôt que de balancer du produit partout, de tuer tout le reste, c'est pas une moitié de nid qui va faire la différence sur le. Il y a Voilà. des bonnes pratiques, en effet. Mais c'est vrai que le dispositif thermique peut être un dispositif complémentaire. Bien sûr. Nous, on a montré qu'il ne peut pas être efficace dans tous les environnements, Mhm. mais sur plus de la moitié des nids sur lesquels vous intervenez, vous pourriez le faire en thermique. Mhm. On fait ça sans pesticides. Donc je trouvais plutôt l'idée intéressante. Alors même si on gagne sur certains points, on perd sur d'autres, c'est-à-dire que la durée d'intervention avec pesticides, vous tournez à 15-20 minutes. Avec le thermique, vous êtes plutôt à 45 minutes. Bon, ça c'est la limite. Mais Voilà, après, c'est pas un souci. Si l'efficacité est bonne et qu'on pollue moins, et qu'il y a moins de risques pour la santé également, pourquoi pas quoi. tout à fait. Mhm. Donc ça, c'est un premier exemple où on peut faire de la recherche avec, c'est trouver des solutions en partant Ouais. de la recherche en guillemets pseudo-fondamentale à la limite, mais en faisant de la recherche fondamentale vraie. Par exemple, moi j'ai travaillé, et je travaille encore sur la communication chimique du frelon, c'est-à-dire sur les phéromones, Mhm. comme on le disait tout à l'heure avec la phéromone sexuelle. Mais j'ai travaillé sur deux autres phéromones, en fait, un phéromone d'identification, qui est un peu la carte d'identité du frelon, phéromone sexuelle dont on a parlé, mais également phéromone d'alarme que produisent les ouvrières. Donc on a, j'ai plusieurs articles scientifiques sur ces systèmes de communication phéromonaux. Et derrière, où ça devient d'appliquer, c'est d'utiliser les molécules qu'on identifie dans ces phéromones pour essayer de mettre au point des appâts pour rendre des pièges beaucoup plus efficaces qu'ils ne le sont à l'heure actuelle, en termes de capture des frelons. Donc ça veut dire que un appât avec phéromones sexuels, c'est plutôt un type de piégeage, je dirais, de lutte contre la population invasive. C'est-à-dire on va essayer de limiter les accouplements, ou voire même de stimuler la consanguinité, hein. Ça peut être pareil. Donc ça, c'est en cours Est-ce qu'il pourrait y avoir une phase de confusion sexuelle comme on fait avec la chenille processionnaire? On badigeonne de la phéromone un petit peu partout, et puis les mâles ne trouvent plus les femelles parce que ça sent la femelle partout, et ils ne savent plus où aller, quoi. Est-ce que ça peut être envisageable Ça pourrait être ça, mais autant le mettre dans un piège pour choper ses mâles. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la différence d'un processionnaire du pain ou d'autres plantes, le frelon, il peut aller sur de grandes distances. Il est très mobile, oui. Donc, il vaut mieux les capturer pour éviter de les faire fuir pour qu'ils aillent ailleurs. Moi, je trouve que le côté capture m'intéresse bien, parce qu'une fois qu'on a coupé le mâle, on n'en parle plus. Il n'existe plus. Ouais, tout à fait. Ouais. J'aime bien le faire. Oui, oui. Après, il y a la phéromone d'alarme, qui est produite par les ouvrières, qui attire les congénères. Et ça, l'idée, ce serait de mettre au point des pièges qui protègent les sites, comme un rucher, un vignoble, un verger, par exemple, une place de marché, ou un marché en particulier. Là, ça doit être beaucoup plus efficace qu'un appât alimentaire, et ça nous permettrait de capturer les ouvrières, quelle que soit leur activité sur le terrain, en fait, ce qui nous permet de simplifier pas mal les choses. Et c'est pareil, là, on est en train de travailler dessus, d'essayer de mettre au point cet appât. Et là, c'est protéger les sites. Et alors, la phéromone sexuelle, elle a pour effet d'exciter. Alors, comment on peut, la question est peut-être bête, mais comment on peut espérer protéger en excitant les individus? Ah, c'est deux choses différentes. Ouais. La phéromone sexuelle, ça attire les mâles vers la source de l'odeur, qui est la femelle, donc ils aillent s'accoupler avec. Si vous mettez cette phéromone sexuelle dans un piège, le mâle va rentrer dans le piège et se faire capturer. Donc en fait, il ne pourra pas s'accoupler avec des femelles derrière. Ça, c'est le piégeage avec phéromone sexuelle de lutte contre la population du frelon. L'autre aspect, c'est pas la même phéromone, c'est la phéromone d'alarme. Ouais. Dans la glande à venin des femelles. Donc les ouvrières utilisent cette phéromone d'alarme pour d'autres systèmes de communication, et notamment en cas de stress, pour attirer les congénères. Donc là, l'idée, c'est de faire émettre cette phéromone d'alarme dans un piège. Vous mettez ça sur un rucher, chez un particulier, un jardin, un verger. D'accord, dans le piège, ok. De marché, tout ce Et tous les frelons, toutes les ouvrières qui sont dans la zone vont être attirées par le message de la phéromone d'alarme pour dire, en fait, la phéromone d'alarme veut dire quoi? C'est arrête de travailler et viens me voir. Viens m'aider. Ça veut dire. Le langage, c'est ça. Donc l'ouvrière, si elle est en chasse, si elle est en recherche de matériaux, si elle est en recherche de sucre, théoriquement, elle devrait arrêter son activité et aller voir ce qui se passe.
et du coup rentrer dans le piège et se faire capturer. Et là, il n'y a pas de carte d'identité, de dire toi, tu fais pas partie de ma colonie, je viens pas t'aider. Non. Alors, nous, on a montré que la phéromone d'alarme, il y a aussi une signature coloniale. Ouais. La phéromone d'alarme, c'est ce qu'on est en train de publier avec mon ancienne thésarde. C'est quand même un système de communication qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait imaginé au départ. D'accord. C'est-à-dire que la phéromone d'alarme dépend de la caste de la femelle, c'est-à-dire selon son statut reproducteur, si vous voulez. Ça dépend de l'âge de la femelle. Et chez les ouvrières, ça dépend de son activité, de sa tâche qu'elle a réalisée. C'est incroyable. Alors, c'était inquiétant en se disant, est-ce que cette phéromone va pouvoir s'en servir? Et là, avec une ingénieure, on a fait des manips, on ne l'a pas encore publié, mais on a montré que, quelle que soit l'origine coloniale des ouvrières, on les capture, enfin, on les attire avec cette phéromone d'alarme qu'on a utilisée. D'accord. Donc, potentiellement, un piégeage avec un appât phéromonal avec la phéromone d'alarme tient toujours la route. Ça, c'est un article que je dois écrire, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je m'en occupe. Mais on a des résultats très, très, très prometteurs là-dessus. D'accord. Donc, il y a quand même des... Voilà. La phéromone d'alarme, c'est plus d'une trentaine de molécules. Donc, il va falloir, pour faire des tests au laboratoire, donc j'espère pouvoir recruter quelqu'un pour le faire en 2026. Hein, ouais. J'espère, je croise les doigts. Quel profil vous recherchez exactement? J'ai déjà une candidate. Vous avez déjà, ok. Financement pour pouvoir financer sa thèse. D'accord. Donc là, l'idée, ça va être de tester les standards chimiques dont on a. Ouais. Pour essayer de voir si une molécule ou deux molécules ou 5, selon le ratio, enfin il y a un boulot monstrueux, mais de voir quel est le mélange moléculaire qui serait le plus simple, donc le moins cher à produire, qui serait très efficace, plutôt que 35 molécules. Et oui. Et ensuite, derrière, rebelote, même problème que pour la phéromone sexuelle, parce qu'on est en plein dedans à l'heure actuelle, c'est faire formuler, il va falloir une formule de l'appât pour libérer sur le temps, avec la bonne quantité relative de ces molécules, l'appât pour qu'il soit efficace. D'accord. La formulation, ça va être dans des gommes de xanthane, ce genre de gel, de choses comme ça qui... vous ne savez pas du tout. C'est un industriel qui gère cet aspect-là. D'accord, ok. Mais moi, je n'ai pas compétence sur ce genre de questions. D'accord, moi non plus, encore moins. C'était juste, voilà. Ok. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est très sympa en tout cas d'avoir répondu à notre demande. Si vous avez autre chose à rajouter ou si on a fait le tour. Non, c'est-à-dire, si un conseil, si les gens veulent faire du piégeage contre le frelon, il faut le faire de manière raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des pièges sélectifs. Si les personnes veulent faire du piégeage de printemps pour attraper les reproductrices avant la création des nids, ou des fondatrices si elles ont commencé à créer un nid, à base de sucre, c'est le plus intéressant. On ne sait pas si ça a un effet sur le nombre de colonies l'année suivante, certains le considèrent, mais on n'a pas de preuves scientifiques, mais si les personnes veulent le faire, elles sont libres, elles peuvent le faire, mais en faisant attention de ne pas avoir d'impact sur des espèces non ciblées. Oui. Et après, pour le piégeage d'été et automne, si les gens veulent protéger des sites comme un rucher. Des ruchers, oui, souvent c'est des ruchers. Les frelons qui les embêtent, c'est pareil. On ne sait pas quel est le plus intéressant, enfin, n'a pas sucré, n'a pas protéiné. Ça dépend des femelles. Ça dépend de l'activité qu'elles ont. Donc, si l'un ou l'autre, je ne peux pas vous dire quel est le plus intéressant, mais continuer avec des pièges sélectifs pour ne pas avoir d'impact négatif sur les insectes. En fait. Attaquer le frelon asiatique, oui, mais pas les autres insectes. Ça sert à rien de détruire tout le reste. Tout le reste est très utile et c'est même... Notre vie globale dépend de la biodiversité de notre environnement. Si vous voulez, là, à l'heure actuelle, on a un effet domino dans l'environnement. C'est-à-dire que par nos activités, on a diminué de manière catastrophique le nombre d'insectes dans la nature. Mais maintenant, ces insectes, c'était la nourriture pour des oiseaux. Et on observe un déclin des oiseaux à l'heure actuelle, dans pas mal d'endroits. Et en fait, le déclin, c'est toute la chaîne alimentaire. Ça touche les batraciens, les petits mammifères, ça touche tout le monde. Et nous, on est là-dedans. Donc, c'est vrai que maintenant, certains ont, je dirais, compris que cet aspect est une catastrophe écologique. Et ils mettent en place des stratégies pour essayer de remettre en place de la biodiversité. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Mais il faut que chacun, à son échelle, fasse pareil. Tout à fait. Il ne faut pas utiliser un piège qui tue des milliers d'insectes. C'est contre-productif pour tuer 2 frelons. Ça n'a aucun intérêt.
Tout à fait. Si on va au bout du raisonnement, s'il y a plus d'oiseaux, s'il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux. S'il y a moins d'oiseaux, le champ est libre pour ce qu'on appelle les insectes invasifs, les moustiques tigres par exemple, qui auront tout le loisir de venir et de se reproduire sans prédateurs. Et on va se retrouver avec sûrement davantage de moustiques. C'est pas forcément tous les oiseaux il y a aussi les chauves-souris, plutôt Oui, bien sûr. qui sont un peu des prédatrices. Ouais. Mais si on impacte la biodiversité, si on fait disparaître des espèces, le risque qu'elles soient remplacées par d'autres, qui soient invasives, par exemple, et qui auront un effet peut-être catastrophique. Le frelon asiatique, c'est ça. Alors, on l'a introduit, pour l'instant, il n'a remplacé personne, à ma connaissance, mais il a un effet catastrophique dans l'environnement. Si vous voulez, chaque colonie de frelons asiatiques, sur toute la vie de la colonie, ça peut prélever une quantité d'insectes et faramineuses, c'est plus de 11 kilos d'insectes. 11 kilos, ouais. Une étude avait donné 11 kilos d'insectes. Ouais. Si vous raisonnez à une échelle d'un territoire, mais la quantité, elle est catastrophique. Moi, j'ai fait l'exercice. Dans un département de l'ouest du pays, en 2022, ils avaient 9000 colonies repérées. Ouais. Ce qu'ils ont repéré, c'est pas forcément toutes les colonies. Largement, c'est un petit département, fort sympathique. Ouais. 9000 colonies, vous multipliez par 11 kilos, ça fait plus de 100 tonnes d'insectes prélevés. Oui. 100 tonnes. Si vous raisonnez à l'échelle c'est un département, oui. On a une centaine de départements. Hein. Donc si on raisonne à l'échelle nationale, je ne parle même pas de l'Europe, je parle que de la France, mais la quantité d'insectes prélevés par le frelon asiatique, elle est énorme. Si on multiplie par 100, si on fait un calcul linéaire, ce qui n'est pas le cas, mais si on fait un calcul linéaire, multiplié par 100, ça fait 1 million de tonnes. Quoi. Ouais. Après, raisonner à l'échelle de l'Europe. Ouais. L'Europe de l'Ouest, oui, tout à fait. Ouais. Et quelques pays de l'Europe de l'Est le sont tellement depuis 2-3 ans. Oui. Donc l'impact écologique du frelon asiatique est énorme. Oui. Donc c'est un prédateur, il fait son boulot finalement. J'ai dit une bêtise, c'est pas 1 million, c'est 10 000 tonnes. Oui, non, mais c'est ça, il faut respecter. Et nous, chez Allo Frelon, mon frère Rémi, qui est sur l'Aveyron, a monté Allo Frelon Mission Repeuplement. Et c'est justement des petites actions que chacun peut faire. Donc, on est en train de monter une chaîne YouTube annexe pour proposer des petites actions. Donc, si ça intéresse certains qui regardent la vidéo, vous tapez Allo Frelon Mission Repeuplement et vous verrez un petit peu ce que vous pouvez faire chez vous, dans vos jardins, gratuitement, enfin voilà, pour favoriser la biodiversité, le retour des insectes, etc. Et on est au mois de janvier, ce mois-ci, c'est de laisser un petit tas de bois pour favoriser tous les insectes qui ont besoin du bois pour vivre. Et voilà, c'est un petit geste, c'est pas grand-chose, c'est pas avec ça qu'on sauvera la planète, mais voilà. Au niveau du jardin, il y a plein de choses à faire. Enfin, un petit tas de bois, ne pas tondre à ras tout le temps. Il faut laisser des zones où il y a de l'herbe qui pousse avec des fleurs naturelles. C'est des environnements faits pour les insectes, pour les vers de terre, pour les petits batraciens, pour les petits mammifères. Il faut concevoir qu'un jardin qui est tendu à ras sur de grandes surfaces, c'est un terrain qui est mort. C'est pas normal. Aucun intérêt à part marcher pieds nus peut-être dessus, et encore j'en sais rien, mais c'est pas d'intérêt majeur. Alors on peut avoir une petite zone tendue pour jouer au ballon avec ses enfants et des choses comme ça, oui, c'est très bien ça. Mais il faut laisser des endroits où on laisse l'herbe folle, où il y aura de la vie qui va se développer. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les effets de lisière. Les effets de lisière également. Plus on a de zones différentes dans un jardin, et plus il y a d'effets de lisière avec des insectes, des animaux qui se plaisent plus dans un, plus dans l'autre. Et il faut laisser un peu la vie faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Eric Darouzé, et puis à bientôt. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.